Connais-toi toi-même à l'intérieur de toi-même et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant leur égal. Bienvenue sur le monde des mystères, votre émission qui vous conduit de plein pied dans la connaissance du monde et les lois de la nature. La première édition du genre sur les antennes de votre chaîne Canal 2, 1h30 de réflexion sur un thème qui a été choisi à l'avance pour vous. 1 heure d'échange avec nos téléspectateurs via les messages et les appels en direct, mais aussi 1 heure pendant laquelle nous allons semer dans votre conscience cette graine pour la quête de la connaissance et pour le déclic de votre éveil spirituel. Dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès techniques par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que des termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête des connaissances des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acgnose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, elle, la métaphysique, fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée, qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique, l'homme détient-il un destin dans l'univers, l'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le famna? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à tout autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes.
C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant leur égal. Et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée. Alors, merci pour cet élément. Nous voici de retour sur notre plateau. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, si vous venez de nous rejoindre, c'est le monde des mystères. C'est notre émission que nous vous présentons désormais tous les mardis sur votre chaîne Canal 2 entre 23h et minuit. Alors, après cet élément, vous l'aviez compris, nous allons accentuer notre réflexion ce soir sur la métaphysique. Et pour nous en parler, j'accueille le professeur Emmanuel Glipot. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, très heureux d'être ici avec toi pour cette édition toute nouvelle pour Canal 2. Merci, Laure Agathe. Alors, professeur, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous venons de passer un élément qui nous parlait de la métaphysique. Alors, dites-nous, c'est quoi la métaphysique? Alors, la métaphysique, quelque part, lorsqu'on est à l'école classique, surtout l'école, disons, occidentale, parce qu'il y a plusieurs sortes d'écoles, nous allons peut-être avoir l'occasion de le comprendre. Alors, quand on est dans cette école, la métaphysique, ça fait partie des chapitres de la philosophie. Mais lorsque nous sommes à cette émission, l'émission qui va parler des mystères du cosmos, dont on va essayer de faire une analyse cosmogonique, nous avons une autre chose. C'est que la métaphysique coiffe toutes les sciences, toutes les religions et toute forme de philosophie. Alors pourquoi? Parce que c'est grâce à la métaphysique que l'homme peut être affranchi. Un homme affranchi est l'égal de Dieu. Il est un Dieu en miniature. Donc, il y a d'un côté le macrocosme et de l'autre côté le microcosme. Le macrocosme est représentant l'univers et l'homme étant du microcosme est représentant une entité qui regroupe tout un ensemble d'éléments de cet univers. Donc, nous n'avons pas d'intermédiaire entre qui que ce soit et nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Chaque être humain est individu avant que nous ne soyons dans une chaîne où chacun de nous ne représente qu'un maillon. Donc la métaphysique nous permet donc de retrouver notre identité d'être humain égal à l'autre, hein, d'être humain où on n'est qu'une race humaine, pas plus, pas moins. Voilà. Alors, vous venez de nous dire que la métaphysique nous permet d'être l'être humain, une race humaine, c'est-à-dire égale chacun à Oui, l'autre, pas sans de toutefois noir, pas de qu'il y ait... blanc, pas de jaune. Oui. Hein. Il n'y a pas de classe en métaphysique. La classe est une certaine manière de régenter la société, de la faire fonctionner pour qu'il n'y ait pas de désordre. Alors, concrètement parlant, la métaphysique dans nos vies de tous les jours, c'est quoi concrètement parlant? Alors, la métaphysique dans la vie et dans nos vies de tous les jours, c'est la spiritualité, c'est la recherche d'aller dans une dimension spirituelle qui nous permet de devenir des divins. Des divins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui répondent à un certain nombre de questionnements, c'est-à-dire comment exister dans un ensemble, comment vivre avec les autres, comment éviter le mal, comment éviter à faire ce qui serait de nature à nuire à autrui, et comment se rendre utile vis-à-vis de ses semblables. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que tu sois utile vis-à-vis de soi. La première règle d'un être humain, c'est de chercher à voir l'autre comme étant Dieu devant lui. Parce que c'est à travers autrui qu'on s'émire pour savoir que tel que je vois telle ou telle personne, c'est comme ça que les gens me voient. Donc je ne me considère que quelqu'un d'important si devant moi, l'autre que je vois est aussi important. Si je pense que la personne qui est devant moi n'est pas importante, ça veut dire que moi aussi, aux yeux des autres, je ne suis pas important. Donc la métaphysique, c'est
la connaissance spirituelle, c'est la quête de la divinité. C'est-à-dire que l'homme cesse de croire en une existence divine, je veux dire, qui n'a rien à voir avec soi-même. C'est-à-dire, on va à la découverte de soi pour se projeter vers le cosmos. Voilà. Alors, vous nous dites tout à l'heure que nous devons aller à la découverte de nous-mêmes pour nous projeter. Alors, se découvrir soi-même. C'est-à-dire qu'il faut faire quelle démarche pour arriver à se découvrir et ensuite connaître l'autre. Alors, on dit, les philosophes d'avant, bon, on a cité Socrate qui disait connais-toi toi-même, Oui. et afin de connaître Dieu. Donc, on suppose que nous avons en nous une étincelle divine. Nous avons en nous une manifestation divine. Nous avons en nous quelque chose de particulier qui fait de nous une entité à part entière, à part ou à part entière, mais une certaine entité. Il faut découvrir cette entité qui est en nous et pouvoir l'asseoir devant soi, parler avec, afin d'avoir la direction de ce qui nous permettrait de cesser de douter, de considérer la peur comme une leçon qui nous permet de ne pas faire du n'importe quoi, soit à soi, soit à autrui. Mais en commençant par autrui, parce que souvent on ne sait pas qu'on fait du mal à soi en faisant du mal à autrui. C'est pourquoi on dit souvent, lorsqu'un doigt, tu toises un doigt à quelqu'un, il y a trois doigts qui t'étoisent et un doigt qui s'élève vers le haut pour te dire je suis témoin que tu es moins 3 fois que l'autre que tu toises. Voilà. D'accord, professeur. Alors, nous avons compris en fait que la métaphysique dans nos vies de tous les jours nous apprend à nous connaître d'abord nous-mêmes pour pouvoir ensuite connaître l'autre parce que le but de notre existence, ça je reprends juste vos mots. Tout à fait. Le but de notre existence, c'est de pouvoir être utile à autrui et non à nous-mêmes. Ça, c'est ce que vous nous aviez dit. C'est ce que j'ai dit. Dans un premier temps, nous allons développer, puisque nous sommes en métaphysique désormais, d'une manière ou d'une autre, mais une métaphysique basée sur le social. Parce qu'en fait, si nous partons sur la base philosophique, nous y restons. L'intérêt de parler des choses qui nous concernent personnellement ne sera pas possible. Alors, quand je dis qui nous concerne, ça veut dire l'humanité. Ça ne veut pas dire moi ou toi. Non, ça veut dire que toutes les personnes sont concernées. Hein, parce que nous tous, nous sommes dans un environnement planétaire qui voudrait à ce que nous puissions former un village des humains, pas un village des animaux qui se disent des hommes. Parce qu'il y a un problème pour clôturer mes propos, c'est que l'être que nous sommes ne devient humain que s'il atteint une dimension spirituelle qui le lui permet. Ce n'est pas tout simplement parce que toi tu peux manger les bêtes et que les bêtes sont soumises à nos bons vouloirs, ou bien tu as le dessus technologique sur les uns et les autres à travers le monde parce que tu es un pays qui se veut grand et que un certain monsieur dedans s'est dit mais c'est moi le président. Non, ce n'est pas cela qu'il est question. Voilà. Alors, professeur, nous nous sommes rendus compte parce que dans tout ce que vous nous aviez dit, moi jusqu'à présent, au niveau de notre système éducatif, je ne vois pas encore l'apport de cette connaissance que nous voudrons avoir de nous dans la métaphysique pour pouvoir se projeter dans l'autre. Alors, où est-ce qu'on va apprendre à se connaître et ensuite connaître l'autre? Alors, c'est très compliqué. C'est pourquoi il faut des émissions telles que celle-ci. Il y a plusieurs émissions qui se veulent les émissions du mystère. Alors, il faut scientifiser le débat. Quand on dit scientifiser le débat, ça ne voudrait pas dire qu'il faut avoir tous les diplômes des universités, je ne sais pas sortant d'où, mais il faut savoir observer, savoir expérimenter et savoir dire que l'observation, l'expérimentation ont produit un résultat. Ici, il ne s'agit pas d'un résultat qui vous rend dépendant. Je m'explique. Si, par exemple, il y a une maladie qui se veut incurable, mais pourtant qu'il y a des médicaments,
ça veut dire que les recherches qu'on a menées jusque-là n'ont pas été scientifiques. Parce que quand on a observé, quand on a expérimenté, on doit obtenir un résultat. Le résultat veut dire que le malade est guéri et il ne dépend plus de ces chercheurs qui ont mis un produit pour gagner de l'argent à travers ces produits le long de leur vie. Alors c'est de ça qu'il est question dans le domaine de la métaphysique. Le domaine de la métaphysique n'est pas, quand on parle des mystères, n'est pas de venir à la télé montrer qu'il y a le feu qui peut sortir du mur, ou bien de l'eau qui peut sortir, le feu qui peut sortir de l'eau, hein, ou bien l'eau peut sortir du mur, et qu'on peut, à partir d'une certaine recette, enrayer cela. Non, c'est autre chose. C'est autre chose et c'est l'élévation de l'homme. Parce que c'est l'homme qui, dans sa dimension, peut faire des gestes et le feu sort. Peut faire des gestes et le feu s'arrête. Peut traverser la mer, se retrouver de l'autre côté, alors qu'on ne voyait pas l'autre rive. Voilà. Alors, moi, j'ai posé cette question parce que je voudrais introduire le deuxième élément qui vient ainsi compléter notre thème sur la métaphysique. Il s'agit en fait de la sagesse africaine avec l'initiation orale. Nous allons suivre ensemble et puis nous allons revenir pour quelques questions. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or, cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement sont ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3,
en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur. Que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est ses parents de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit, attendez les 42 ans. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Si vous venez de nous prendre, c'est notre émission Le Monde des Mystères. Et ce soir, nous débattons sur... nous ne débattons pas, mais nous faisons un tour dans la métaphysique avec le professeur Herman Nyek-Lipot. Alors, comme premier élément, nous avions eu la métaphysique. Tout à l'heure, nous avions vu un sage africain, mais tout aussi avocat, parce que nous avons pu le constater. Il était un avocat, c'est-à-dire qu'il est un sage à l'école des Blancs, entre guillemets, mais aussi à l'école africaine, parce qu'il nous parle de l'initiation orale, qui est l'école, ou alors la façon dont se transmettait, ou alors continuait à se transmettre les connaissances en Afrique. Alors, de ces propos, nous avons, j'ai pu retenir, il a subdivisé la maturité de l'homme en classes, en septénaires, en degrés. Moi, je voudrais savoir, puisque nous parlons de la métaphysique, quelle corrélation ou alors quelle relation nous faisons avec cette subdivision de la maturité de l'homme dans la tradition africaine et la métaphysique qui est une branche de la philosophie, donc, entre guillemets, une science dite occidentale. Je dis bien entre guillemets, parce que ça, c'est un autre débat. Bon, alors là, la métaphysique, c'est ici repris par ce monsieur comme pour prouver que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc ça veut dire que c'est grâce à l'Afrique que les connaissances sont parties jusqu'au niveau de la Grèce. Et la Grèce, maintenant, on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui l'hégémonie occidentale. Alors, comme la copie n'a jamais été l'original, les Occidentaux ont formé leur genre d'école. Et leur école a pour but de contrôler les intelligences qui permet de dominer sur les autres. Donc, c'est ce qu'on appellerait l'impérialisme scolaire. Alors, ça fait donc que
les gens ne sont pas formés. Par exemple, le système scolaire occidental met les gens en compétition. Et là, l'enfant n'est pas au service de sa connaissance, c'est-à-dire de ses connaissances. C'est-à-dire, il ne va pas d'abord sur la base du fait qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui nous permet même de suivre un cours. Parce que quand c'est quelque chose-là manque, on n'a pas la possibilité de suivre quelque chose, de comprendre même ce qu'on dit. Alors, il faut avoir ces quelque chose, c'est cette étincelle. Et c'est cette étincelle-là qu'ailleurs ou qu'en Afrique, on ne portait pas les gens à une certaine compétition. C'est-à-dire que pour éduquer les gens, on ne disait pas concours d'entrée en sixième ou concours d'entrée à l'ENAM. Encore que ces concours, on les monnaie. Et ce n'est plus finalement une évaluation. Je ne sais pas sur quelle base d'abord il y a de telles évaluations, parce qu'en fait, ces évaluations servent à quoi, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut former les gens à l'appel comme des outils qui passent dans une chaîne de fabrication, qu'au finish, on dit, ça c'est rejet et rubis, donc c'est déclassé en comptabilité, on ne peut pas vendre. Et ça, c'est bon. Bon, et que, encore que, on a constaté que ceux qui ont été les meilleurs à l'école, dans la vie, ne les sont pas. Alors, donc, l'Africain a eu une autre approche d'école. Et les Asiatiques sont restés avec, malheureusement, l'Afrique étant colonisée d'abord, esclavagisée et colonisée par la suite. Aujourd'hui, néocolonisée n'a pas son système scolaire. Alors, l'école, les 7 premières années, c'est là où on apprend tout de la vie sur la base de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là c'est ce qu'on explique en métaphysique. Il faut donner la base à l'enfant les 7 premières années. On peut l'éduquer à devenir militaire, on peut l'éduquer à se rendre utile, on peut l'éduquer à vaincre le doute comme base qui lui permet d'affronter n'importe quelle situation. Donner un peu, s'aimer un peu de la peur pour qu'il ne soit pas arrogant. Et là, il faut le fouetter. Donc, il faut le fouetter les 7 premières années. Et alors, de 7 ans à 14 ans, l'éducation qu'on donne à l'enfant maintenant, c'est l'éducation de la justice. C'est-à-dire que cette justice, comment se comporter en société, comment être juste, c'est-à-dire comment savoir que ce qu'on fait n'est pas bien. Ça se fait sur le fait que quand l'enfant fait quelque chose qui ne va pas, on ne le punit pas sans le juger. Et on ne le punit non plus sans lui donner l'occasion de choisir le genre de punition qui correspond à lui-même. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple quand vous nous dites que quand l'enfant commet une erreur, il faut le punir, mais il faut le punir en lui donnant la possibilité de choisir la punition. Voilà. Étant donné que à cet âge-là, on sous-entend que on sous-entend, je dis bien, qu'il ne connaît pas encore, donc il n'arrive pas encore à maîtriser l'ampleur de ses fautes ou alors de ses erreurs. Alors concrètement, les 7 premières années ont permis à ce qu'il soit battu pour rien. Mais battu quand même, parce que parfois il faut le titiller, parfois tu peux l'amener à pleurer un peu pour voir qu'il sait. Parce que nous sommes dans la Terre, la planète Terre, c'est la Terre de la souffrance. Et c'est la souffrance qui nous rend maîtres de notre vie. Parce que celui qui n'a jamais souffert n'a jamais rien appris de la vie. Le disent souvent certains philosophes. Alors, ça veut donc dire que les 7 premières années, on apprend l'enfant à vaincre la souffrance. Les 7 deuxièmes années, on apprend l'enfant à ne plus souffrir pour rien. Il doit savoir qu'il souffre parce que là, il mérite la souffrance. Là, je m'explique. C'est-à-dire, s'il casse un verre parce qu'on lui a demandé d'aller déposer le verre, il a refusé. Et que maintenant, il part prendre le verre, il le casse. On voit le geste. On l'appelle, on lui dit pourquoi tu as cassé le verre. Il ne dit rien. Et plutôt il retourne le regard. Bon, alors, on le tape. Mais disons qu'il a commis une faute
que lui-même, il doutait si c'est une faute ou ce n'est pas une faute. Parce qu'une erreur, on ne doit pas punir quelqu'un, mais une faute, on doit punir quelqu'un. Parce que l'erreur est humaine, mais la faute n'est pas admise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une manière d'éduquer les parents, mais c'est une manière de voir qu'est-ce que l'enseignement a fait. Parce que l'enseignement est d'abord donner de la personnalité à quelqu'un avant de lui donner des histoires qui vont lui rembourrer le cerveau. Auquel cas, quand il discute, il dit, moi, je suis diplômé de ceci, hein, je suis agrégé, quand je parle, vous vous taisez. Hein, je suis quand même enseignant à l'université. Non. L'enseignement qu'on donne à quelqu'un, c'est d'être utile à sa communauté, d'être utile à sa collectivité. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on le juge, on lui dit, tu as vu que ce que tu as fait n'est pas bien, il dit oui. On te punit. Alors, la punition peut être qu'on le fouette, on le lui dit, on va te fouetter, ou tu vas rester affamé toute la journée, ou tu ne vas pas sortir pour jouer avec tes amis, on te met en prison dans la chambre, mais tu vas manger. Souvent, moi je dis des choses que j'ai expérimentées, souvent l'enfant souhaite qu'on le fouette et qu'il quitte sur ça. Et quand on le fouette, il se met à pleurer, ses amis vont lui demander « De quoi pleurais-tu » Il va dire « Parce que j'ai fait telle chose ». Du fait qu'il commence à savoir que quand il fait telle chose, il sera puni, on a au moins 50% de chances à ce qu'il comprenne que ces choses-là, il ne doit plus les faire. Mais si on dit c'est un enfant, il ne comprend plus, il ne comprend rien et tout, il va partir demain, il refait la même chose. Avant qu'on ne sache qu'il fait ces choses expressément, parce que n'oublions pas que les mauvaises habitudes sont faciles à remarquer, à imiter, que les bonnes. Et qu'elles restent même le plus souvent. Voilà. Elles arrivent à s'enraciner très rapidement par rapport aux bonnes habitudes. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais que nous revenons un peu sur l'école africaine. Parce que, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, nous avions pu constater que l'Africain voudrait d'abord, l'école africaine, pas l'Africain, autant pour moi, voudrait d'abord former la personnalité de l'homme et ensuite toutes les connaissances que nous pouvons recevoir de part et d'autre. Maintenant, moi, je voudrais savoir, actuellement, nous sommes au Cameroun, nous avons un système éducatif. Est-ce qu'on pourrait dire que notre système éducatif actuellement permet de former d'abord la personnalité et ensuite donne la possibilité à l'homme que nous sommes de nous enrichir en termes de connaissances? Ah non, non. Ce n'est pas notre système scolaire. Il y a 4 pôles de domination lorsque on veut coloniser les pays. Premier pôle, c'est la spiritualité. Il faut déraciner les gens de leurs traditions. Première chose. Et pour en arriver, il faut les parler de Dieu. Même si ce que vous venez avec comme message, Dieu n'y est pas. Bon, parce que là, on a vu, la Bible est avec le physique. Tout le monde le sait. Bon, la Bible a été accompagnée avec le physique. Alors, deuxième pôle de domination, c'est les lois. Pourquoi les lois? Tous les pays qui ont dominé sur les autres ont imposé à ces pays-là leurs lois. La loi consiste à dire que si vous partez encore toucher les crânes ou bien faire ceci, vous êtes puni de sorcellerie. C'est tout, c'est la loi. Et cette loi n'a rien à voir avec votre environnement, avec votre manière de fonctionner. Alors, troisième pôle de domination, c'est l'école. Le système scolaire doit être du genre que formons-les, non, enseignons-les sans les former. Parce que n'oubliez pas que l'armée que nous donnons aujourd'hui aux Africains, comme le disait un certain monsieur que je t'ai le nom, à Dakar, lors de l'ouverture de l'office de baccalauréat, va retourner demain contre la France. Parce que c'est l'épée à double tranchant. Alors, comment quelqu'un doit vous donner des éléments qui vous permettront que demain vous l'égalez? Parce que même le français que nous parlons, c'est une langue d'emprunt. Oui. Vous ne pouvez pas parler français comme celui qui est né en France, dans le milieu français, où il sait la différence entre une capsule et une couvercle ou quoi. C'est-à-dire tout ce qui couvre les ustensiles qui doivent être fermés. Ça a des noms selon les dimensions, selon les diamètres, quoi.
Alors, ce genre de noms, nous, on ne les connaît pas, parce que nous ne sommes pas dans le but. C'est comme nous avons aussi des mots dans nos langues que nous n'avons pas la possibilité de traduire en français. C'est pourquoi on parlait de la langue d'emprunt. Alors, cette langue est d'abord la langue qui nous domine. Nous domine comment? C'est-à-dire lorsqu'on parle à la télé ou à la radio ou même au quartier avec des gens, en utilisant la langue française, on est toujours en train de dire pardon. Pardon que la langue te commande, mon frère. Tu as besoin de véhiculer un message. Tu es important à partir de ces messages, pas à partir de la langue. La langue devient donc l'outil qui domine l'homme noir pour communiquer. Il doit maîtriser la langue. Alors, maintenant, nuancer certaines phrases ironisées ou je ne sais pas moi quoi, fait en sorte que finalement, on devient démagogue comme les Français. Hein? Et pour finir, c'est la démagogie qu'on apprend à l'école. De deux, le système scolaire français, c'est un système scolaire qui fait en sorte que l'homme est, l'étudiant ou l'élève ou l'écolier est au service de ses parents et de ses aînés. C'est-à-dire, il va à l'école pour faire plaisir à celui qui paye l'école, son père. Est-ce qu'il n'irait pas à l'école pour avoir un travail plus tard, pour pouvoir subvenir aux besoins de... On y va. Il va à l'école pour que les maîtres lui donnent les notes. Oui. Il ne s'auto-value pas. C'est les autres gens qui l'évaluent, qui disent que ce que tu fais est bon. Donc, il est là pour faire plaisir aux autres. Alors, à un certain âge, quand il rencontre les difficultés, il va tricher. C'est pour ça que certains parents même les aident dans la tricherie en achetant les diplômes, les unités de valeur, les ci, les ça. Et puis, on a une société qui est basée sur la corruption mentale où les petits-enfants, à partir de l'école primaire, quand l'enfant n'a pas son CEP, il dit à son père, comment toi, tu n'as pas pu donner de l'argent pour que j'ai le CEP comme mon ami tel, son père a donné de l'argent. Donc, on est à la base de la corruption à cause du système scolaire français qu'il faut décrier. Donc, on n'a pas d'école en Afrique. Alors, professeur, je vais aller pour ajouter de l'eau à votre moulin. Nous allons vous proposer un autre élément qui nous présente. Il s'agit bien évidemment d'une Française, Madame Blondel, qui fait une analyse du système éducatif français. Nous allons écouter et nous allons revenir pour la suite de notre entretien. C'est toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Et j'ai connu TED justement en regardant une vidéo de Ken Robinson. Donc parler aujourd'hui, juste après Ken Robinson, c'est pour moi un grand honneur. Alors Ken Robinson nous a dit justement dans sa présentation que pour lui, la créativité, c'était d'avoir des idées nouvelles qui apportent de la valeur ajoutée. Et Michel Coster, qui est responsable de l'entrepreneuriat à l'EM Lyon, a décrit lui-même l'entrepreneuriat comme le fait de créer des richesses à partir de l'imagination. Donc finalement, on voit que l'entrepreneuriat est une forme de créativité. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous-même, vous avez déjà créé une entreprise ou si vous êtes en train de créer une entreprise? Oh ah oui, quand même. Par contre, ce n'est pas tout à fait représentatif de la proportion de personnes qui ont déjà créé au niveau national, c'est-à-dire en France. En France, la proportion d'adultes qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé une entreprise est de 6%. C'est peu. Et ce chiffre de 6% nous classe 56e parmi les 59 pays étudiés. C'est loin. Alors pourquoi est-on si mauvais en entrepreneuriat? Eh bien justement, le GEM qui a fait cette étude a essayé d'étudier un petit peu justement les freins de chacun des pays et les forces et les faiblesses de chacun. Et pour la France, ils ont trouvé quelque chose de vraiment particulier, de vraiment typique à la France. C'est une immense peur de l'échec. Et alors cette peur de l'échec nous vient d'où? Eh bien, elle nous vient en grande partie de notre éducation. Parce que dans notre éducation, il y a quelque chose, il y a une leçon particulière, une règle qu'on nous a apprise et qu'on nous a tellement répétée qu'elle a fini par s'ancrer au plus profond de nous-mêmes. Et cette règle,
c'est qu'il est interdit de se tromper. Évidemment, il est interdit de se tromper parce que si on se trompe, c'est soit qu'on ne maîtrise pas son sujet, soit qu'on le maîtrise, mais qu'on n'a pas porté suffisamment attention. Dans tous les cas, c'est complètement inacceptable. On est tous d'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous expliquer comment j'en suis venue à cette petite découverte de cette particularité de l'éducation française. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous expliquer les 4 conséquences de cette règle. Et vous comprendrez très aisément pourquoi cette règle, finalement, elle est très néfaste. Alors, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vivre pendant 8 ans en Asie, avec ma famille, et notamment mon mari et mes 2 filles. Donc. Et mes 2 filles étaient toutes petites quand on est partis, donc elles ont commencé leur scolarité directement en Asie, dans des écoles internationales. Donc en haut, vous les voyez à Shanghai avec leur uniforme de la British School. Vous les voyez ensuite avec leur uniforme de leur école hongkongaise et à droite sans uniforme dans leur école de Tokyo. Et alors, en Asie, mes filles ont toujours été très enthousiastes par rapport à l'école, par rapport à l'apprentissage, à l'enseignement. Pour elles, apprendre, ça a toujours été source de plaisir. D'ailleurs, vous les voyez ici à la maison en train de travailler pour la 2e soirée consécutive sur un projet du Cambodge qu'elles avaient décidé de créer et de partager avec leurs camarades de classe. Et puis en 2010, on nous a demandé de rentrer en France. Et en septembre 2010, pour la première fois, mes filles sont rentrées dans une école française. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, leur enthousiasme par rapport à l'école a commencé à diminuer. Elles ont commencé à se plaindre, elles ont commencé à avoir moins envie d'aller à l'école. Elles ont même commencé à avoir peur d'aller à l'école. Elles ont même commencé à trouver que les week-ends de 2 jours, c'était un peu court. Et jusqu'au jour où ma plus grande, qui était l'année dernière âgée de 9 ans, elle est rentrée de l'école, elle s'est effondrée dans le canapé et elle m'a dit « Tu sais, maman, je suis fatiguée. » À 9 ans, si on commence à être fatiguée, c'est dommage. Elle m'a dit « Non, maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir peur de me tromper. » Et en tant que maman, enfin, j'imagine pour vous, ça aurait été la même chose. Ça m'a fait quand même un petit peu mal. Mais en même temps, ça m'a rappelé, effectivement, la règle qu'on m'avait moi-même transmise quand j'étais petite. Cette règle qui est si importante dans l'éducation à la française, il est interdit de se tromper. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment 4 conséquences à cette règle qui font que cette règle, elle est vraiment très néfaste pour nos enfants. Et la première de ces conséquences, c'est l'intolérance. Si je vous fais ce signe-là avec ma main, quel chiffre voyez-vous? Bien. Bonne réponse en France. Mais mauvaise réponse en Chine. Ce signe-là en Chine veut dire 8. Ici, je vous ai ramené 2 calligraphies. À droite, vous voyez la calligraphie anglo-saxonne, avec laquelle mes filles ont appris à lire et à écrire. À gauche, la calligraphie française que vous connaissez tous. Ma plus jeune fille s'appelle Inès. Quand elle est arrivée en France l'année dernière, elle était en CE1 et qu'elle a commencé à calligraphier, à écrire son nom avec la calligraphie anglo-saxonne, puisque c'était la seule qu'elle connaissait. Des gens de ma famille, assez proches, lui ont dit, et sa maîtresse aussi, lui ont dit qu'elle écrivait mal son nom, qu'elle faisait une erreur sur son nom. Et donc sa maîtresse lui a fait faire des lignes de i à la française pour qu'enfin elle puisse écrire son nom correctement. Jusque-là, admettons, je dirais. Le problème, c'est que récemment, ma fille m'a dit « Mais alors, avant, je n'écrivais pas mon nom normalement. » Et c'est ce mot « normalement » que j'ai trouvé complètement inacceptable. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que, ok, en France, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de codes, et qu'en France, on applique ces codes. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ce que nous devons enseigner à nos enfants, c'est qu'il y a dans le monde autant de codes qu'il y a de culture. Et que si c'est normal d'écrire en France de gauche à droite et horizontalement, au Japon, il est tout à fait normal d'écrire de droite à gauche et verticalement. N'empêche qu'il n'y a aucun des 2 codes qui doit prévaloir sur l'autre. La deuxième conséquence pour moi de cette règle, il est interdit de se tromper, c'est qu'elle implique une très mauvaise estime de soi. Je voudrais juste que vous fassiez appel à vos souvenirs et que dans vos souvenirs, vous essayiez de faire remonter une mauvaise copie que vous avez eue, une mauvaise dictée, un mauvais contrôle de maths. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez ressenti à ce moment-là, de ce que vous avez ressenti quand on vous a remis votre copie, quand vous avez vu la note, toutes les notes en rouge, et qu'il a fallu en plus que derrière vous alliez la vendre à vos parents. Rappelez-vous de ce que vous avez ressenti à ce moment-là, peut-être de l'injustice,
mais certainement de la colère, de la déception, et au final une très mauvaise image de vous-même. C'est vrai. Alors, merci de nous retrouver sur ce plateau. C'est votre émission Le Monde des Mystères qui continue son cours. Et ce soir, nous parlons de la métaphysique, notamment en ce qui concerne le système scolaire, l'école africaine et aussi le système français. D'ailleurs, nous venons de le voir avec l'élément qui nous a été présenté tout à l'heure, Madame Blondel qui faisait une analyse du système français. Et nous avons pu retenir de cela l'estime de soi, c'est-à-dire que le système français ne nous permet pas d'avoir une estime de soi. Alors, professeur, vous avez quelque chose à dire par rapport mais c'est le doute. Alors, si une personne doute d'elle-même, Oui. elle n'existe plus. Parce que c'est le doute qui fait qu'on avance, qu'on ne fait pas un pas. On est toujours sur place et on attend des autres. Et c'est ce qui fait que souvent, même ceux qui ont fini cette école française n'arrivent pas à se reconsidérer pour considérer leur maître d'hier comme étant égal à eux. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous êtes des dominés et ceci éternellement. Alors, moi, j'ai quand même retenu autre chose. Nous avons eu une phrase dans laquelle, normalement, était mis en exergue. Parce que la jeune fille disait, donc, je n'écrivais pas mon nom normalement. Et à la fin, la dame nous dit, il y a autant de codes que de cultures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, Africains, il faut faire comment par rapport à ce que nous avons vis-à-vis de l'Occident, parce que nous sommes dans le système éducatif camerounais, qui peut-être est le système éducatif français, mais c'est le système éducatif camerounais. Non, quand on va libérer les livres scolaires, là, on aura un système éducatif camerounais. Pour le moment, les livres scolaires est dominé par un système néocolonial. Là, il faut le dire. Bon, donc les Camerounais, le système éducatif camerounais ne permet pas aux Camerounais de mener toutes les activités scolaires dans toutes les branches de la vie. C'est-à-dire la santé. La santé veut dire qu'on nous parlait de nos brousses. Parce que dans la tradition bantou, on dit ceci, bé, ça veut dire les arbres. Mais bé, c'est en même temps le remède. Le remède, bien sûr. Alors, le remède veut dire ce qui remédie. Alors que le médicament, c'est ce qui anesthésie. Bon, donc ça ne remédie pas. Alors, est-ce que le Cameroun a un système scolaire dans le domaine de la santé? Non, parce que c'est financé par l'industrie pharmaceutique. Est-ce que le Camerounais a un système scolaire dans le domaine de l'éducation, de l'informatique? Non. C'est que nous empruntons tous les éléments venant d'ailleurs. Alors, professeur, dans le domaine de l'informatique, dites-moi, vous pensez à quoi en termes de technologie africaine, Alors, par exemple? je pense que c'est maintenant que les Africains commencent à se découvrir. Certains font des logiciels qui sont purement capables de rivaliser avec les autres. On ne refuse pas que, même dans l'esprit des dominés, que les gens disent, bon, on n'a pas mieux que ça, on fait avec. C'est ce qu'il est question. C'est comme les biologistes qui sont déjà, du fait d'avoir fait biologie à l'école et biochimie, il ne leur est pas interdit d'aller dans les brousses faire des recherches de substances actives qui puissent apporter une correction quand il y a un dysfonctionnement dans l'organisme, des troubles qu'on appellerait maladies. Ce que nous déplorons, c'est que le système scolaire là semble bloquer l'envie de faire un retour aux sources. Aux sources, d'accord. Ça bloque ça parce que d'abord, il n'y a pas un effet d'accompagnement des gouvernants qui permet à ce que les gens qui font et qui ont envie de produire des effets boomerang pour ce retour aux sources puissent le faire. Aucun produit camerounais n'est ouvert pour le marché camerounais à travers l'autorisation de mise sur le marché. C'est toujours des domaines confisqués. Aucun livret scolaire, les livres scolaires qui ont été retenus ont été sélectionnés à partir d'ailleurs. Alors qu'on a déjà des intellectuels au point où on peut leur donner des livrets scolaires, on peut donner le livret scolaire qui soit purement camerounais, avec des concepts qui tiennent compte de notre environnement, de nos cultures. Aujourd'hui, la culture chez nous
c'est le folklore, c'est la musique, c'est la danse et tout, c'est le divertissement. Alors que la culture, c'est tout ce qu'il y a comme connaissance dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de toutes les sciences sociales. C'est ça la culture. Mais professeur, il y a des instituts actuellement qui travaillent sur l'agriculture et même, je crois, nous avons à Ibolova, je crois qu'il y a déjà quelque chose qui est mis sur pied dans ce genre. Alors, professeur, nous allons d'abord prendre quelques messages parce que nous avons reçu quelques messages. Déjà, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que les messages, ils peuvent les faire sur le numéro qui s'affiche au bas de leur petit écran. Alors, nous avons bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, professeur, quelle est la punition à allouer vis-à-vis de l'enfant âgé de 2 ans qui ne parle pas encore? Alors, la punition à allouer à un enfant de 2 ans qui ne parle pas encore, mais qui casse les choses. Oui, il faut bien que celui-là... Bon, alors, il ne parlait pas encore, mais il s'est cassé les choses. Oui. Alors, ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle quelque chose de pas positif qu'il faut corriger. Il casse les choses, tu l'appelles, tu lui dis, viens, et tu lui donnes des petites claques, il pleure un peu, tu lui dis, tu casses encore un verre, prochainement, je t'étape plus fort. Il va casser encore. Il va casser, moi j'en ai vu. Alors, s'il casse... Pour une deuxième fois? Oui, non, il va casser dans... Il peut même casser même à l'instant. Un enfant crapule, il a 2 ans, il peut casser à l'instant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, tu le tapes fort, il ne casse plus. Il ne casse plus, là, il ne casse plus. Mais si tu t'amuses avec lui, c'est l'écran de ton téléviseur qu'il va casser, à la longue. Bon, c'est ça. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils doivent lire Siracide, Ecclésiastique 30. Oui. Là, il y a une éducation. Là, je parlais des Bibles apocryphes. Bon, des livres apocryphes de la Bible, parce que ce n'est pas toutes les Bibles qui ont Ecclésiastique. Ecclésiastique 30, on peut rencontrer ça dans la Bible de Jérusalem, où on enseigne comment éduquer l'enfant. On l'éduque par le fouet. Il le dit bien à cette partie de la Bible. Et ça explique pourquoi. Bon, donc je renvoie le téléspectateur en question de chercher à ce qu'elle ait la possibilité de laisser d'abord son 8 secondes qui n'a rien de bon dedans. Oui, de chercher la Jérusalem. Et qu'il aille un peu à la Bible de Jérusalem lire Ecclésiastique 30. Il va voir qu'est-ce que ça veut. Alors, nous avons notre message. Bonsoir, professeur. Merci de nous dire que faire quand l'enfant se plaît dans l'ascension. C'est Alain qui nous écrit. Ah oui, il y a des enfants que tu as beau le punir comment, ils ne changent pas. Bon, moi j'en ai vu avec une de mes petites sœurs, que ma maman essayait de changer, elle n'a pas pu. Ces enfants ne vivent pas longtemps, parce que ma petite sœur là n'a pas atteint 45 ans. Voilà. Donc il y a toujours un souci de corriger les choses trop tôt et de mieux les corriger. La punition n'est pas seulement le fouet. Voilà. Il y a des enfants que c'est le fouet qu'ils choisissent. Ils refusent de lui donner le fouet. Donne-lui une autre punition sur les choses qu'il aime bien et qu'il n'aime pas, qu'on le lui prive de ça. Voilà. Alors, nous avons M. Thierry qui nous écrit. Bonsoir, je suis M. Thierry. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il faut aussi dire que vous généralisez trop. Je pense que vous êtes tous deux aussi issus de ce système d'éducation et je vous trouve plutôt épanoui et sûr de vous-même. Ça, c'est M. Thierry. Nous avons bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît, professeur. Ça, c'est déjà lu. Alors, un penseur affirme le malheur pour un homme, c'est qu'il naît enfant. Alors, notre téléspectateur voudrait avoir peu d'explications sur cette affirmation. Bon, disons, quelle affirmation? Moi, je n'ai pas bien suivi. Il dit, le malheur pour un homme, c'est qu'il naît enfant. Oui. Alors, il voudra avoir peu d'explications. L'explication est que nous sommes dans un système évolutif. C'est-à-dire, nous sommes partis du monde minéral pour le monde végétal et du monde végétal pour le monde animal. Et du monde animal, nous devons devenir des humains. Alors, dans cette progression, nous sommes obligés de naître enfant.
de naître tout petit pour pouvoir grandir. Mais tout petit ne veut rien dire. Parce qu'un enfant de 5 ans peut avoir un raisonnement mature. Alors, on revient à ce que nous avons eu avec la tradition orale où on disait on peut avoir 20 ans et être âgé de 62 ans et avoir 62 ans et être un enfant. C'est en fait de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, nous allons faire une petite pause avec les messages de nos téléspectateurs. Rassurez-vous, nous allons prendre le temps sûrement à la prochaine édition parce que nous avons le temps qui nous tient à la gorge et nous voudrons vous proposer à ce moment une page pratique. Il s'agit en fait de vous donner quelques secrets pour votre orientation, qu'elle soit scolaire ou professionnelle. Nous revenons juste après cet élément. Orientation scolaire ou professionnelle, signes du zodiaque et éléments. Il se cache en nous des tas de malices. On se croit capable de tout. Tenez, devant une montagne qui se dresse pour nous barrer le chemin, nous creusons un tunnel. Aussi, si le fleuve nous barre la route, nous y construisons un pont. Là où il y a de marécages, une zone que nous qualifions de touristique à cause de sa verdure, nous y chassons l'eau et la boue pour construire des immeubles. Pour l'homme, la nature n'est qu'un joueur. Mais dans ce jeu, malheureusement, la nature finit toujours par avoir raison sur lui, même s'il faille attendre des décennies. Le tunnel va s'écrouler, le pont sera englouti dans les eaux, un cataclysme va frapper les immeubles en question. Tout ceci explique que, quelle que soit la durée de ce phénomène naturel que les techniciens appellent catastrophe naturelle, le cas des séismes ou des tremblements de terre par exemple, explique combien les lois de la nature sont inébranlables, voire incorruptibles. Il n'y a pas que de séismes hors de nous, mais il y a aussi ce qui nous frappe au travers de notre corps physique et au-dedans de nous. Ceci se passe dans nos têtes, mal faites à cause d'un système d'enseignement qui nous bourre le cerveau. Au sortir, le diplômé est embrouillé, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer comme étant des manœuvres de la sorcellerie secondaire, parlant parfois du rôle anodin de l'école ou de la religion. L'orientation dans la vie professionnelle devrait obéir à 2 critères, la vocation et les dons innés, c'est-à-dire d'exclure toute forme de compétition, concours, examen, etc. Un système d'évaluation qui ne donne pas les mêmes chances à tous, ce qui fait qu'au cours d'une année scolaire, le dernier de la classe peut avoir l'examen pendant que le premier échoue. Le diplôme obtenu de cette manière fait en sorte que le diplômé en question n'ait en soi qu'une valeur déclarée. Nous vous proposons ici le tableau de la professionnalisation de chaque individu suivant son tempérament. Élément feu, tempérament bélier, signe du zodiaque bélier, né le 21 mars, 20 avril. Lion, né le 24 juillet, 23 août. Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre. Les professions de ces 3 signes sont soldat ou militaire, boucher, directeur ou chef de commandement, pompier, bref tous les métiers de violence. Élément terre, tempérament nerveux. Les signes du zodiaque qui obéissent à cet élément sont Taureau, né entre le 21 avril et le 21 mai. Vierge, né entre le 24 août et le 23 septembre. Capricorne, né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Profession, fermier, agriculteur, ingénieur, chimiste, comptable, cultivateur, policier, gardien, maçon, bref, tous les métiers laborieux. Élément air, tempérament sanguin. Les signes du zodiaque sont Gémeaux, 22 mai, 21 juin, Balance, né entre 24 septembre et 23 octobre. Verseau,
né entre 21 janvier 19 février. Les professions qui obéissent à ceci sont artistes, musiciens, avocats, parfumiers, danseurs, diplomates, comédiens, fleuristes, bref, tout métier qui demande de l'adresse. Élément O, tempérament lymphatique. Signe du zodiaque, Cancer, né entre 22 juin 23 juillet. Scorpion, né entre 24 octobre 22 novembre. Poisson, né entre 20 février et 20 mars. Profession, marin, voyageur, médecin, sage-femme, commerçant, caissier, navigateur, poissonnier, bref, tous les métiers d'eau. Merci. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. C'est votre émission, Le Monde des Mystères. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous espérons vous avoir donné de quoi réfléchir par rapport à tout ce qui est formation. Parce que ce que nous devons retenir en fait de cette émission, c'est qu'il est bien d'aller à l'école, ça c'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de former la personnalité de l'être humain que nous sommes. Et ensuite, nous allons pouvoir adopter tout ce qu'il y a comme connaissance sur la Terre. Je crois que je ne me suis pas trompée, professeur. Bien sûr, parce qu'il y a un téléspectateur qui a dû remarquer que nous sommes tranchés, donc on n'a pas été doux d'après lui. Mais moi, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des bases. Si on ne passe pas par ces bases, ça ne sert à rien. Bon, nous ne pouvons pas toujours être amis aux gens. Et nous ne pouvons pas nous intéresser toujours sur le fait que nous-mêmes on était à l'école, sans savoir que ce n'est pas tout de ceux qui étaient à l'école qui savent même pourquoi ils étaient à l'école. Bon, c'est de ça qu'il est question, parce qu'on va à l'école pour ajouter quelque chose en soi. Les Asiatiques, quand ils vont en Angleterre partout pour apprendre l'informatique ou quoi, surtout les Chinois, tu reviens dans ton pays et puis tu en fais, tu fais ta thèse. Alors c'est une plus-value en fait. Voilà. Toutes les connaissances que nous avons à travers le pays, le monde, c'est une plus-value. Alors vous l'aviez bien compris, nous sommes au terme de notre émission. Nous avons été ravis de vous connaître si nombreux. À vous, chers téléspectateurs, nous allons revenir à la prochaine édition qui sera mardi, toujours sur votre chaîne Canal 2 entre 23h et minuit. Nous allons revenir avec tous vos messages et rassurez-vous, nous allons apporter des réponses à vos messages. Je vais vous souhaiter de passer une agréable soirée, surtout restez scotchés sur les programmes de Canal 2.